Salut les jbeb, les locas et les locos. Petite vidéo sympathique avant le live de ce soir sur plusieurs choses dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas évoqué. Ah ouais, on a évoqué Bassem, on a évoqué tout un tas de choses hyper importantes pour l'histoire de l'humanité, Blaireau-Citeaux, tout ça, mais on n'a pas évoqué quelque chose, enfin deux choses très importantes. Une importante sur le plan symbolique. Les États-Unis se déclarent prêts à quitter la Corée du Sud. Ils sont stationnés là-bas depuis les années 50, depuis la guerre de Corée qui s'est finie sur un cessez-le-feu, pas un armistice, avec une non-victoire de part et d'autre. Allez voir un petit peu la guerre de Corée, on ne sait pas qui a gagné vraiment, parce que les Coréens, avec l'aide des Chinois, ont repoussé les Américains. Les Chinois ont pu s'affirmer comme une armée forte. À l'époque, ils n'avaient aucune technologie, mais ils avaient le nombre et la vaillance. De l'autre côté, les Américains ont démontré qu'ils étaient puissants et les Sud-Coréens existent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Kim Jong-un a rencontré le président de la Corée du Sud. Ils ont convenu d'un traité de paix, ils ont convenu d'un apaisement, ils ont convenu de tout un tas de choses, et on se dirige vers une paix. Alors il y a eu deux rencontres en 2000 et en 2007, je crois, précédemment, mais celle-ci a permis d'évoquer tous les aspects de cette paix durable. Vous allez me dire, parce que je vois certains, notamment dans les sites pro-OTAN, ouais, Trump a gagné. Non, il a ramené la paix, il n'a rien ramené du tout. Moi je pense que c'est Kim Jong-un qui a gagné. Toutes les gesticulations nord-coréennes, leur course au nucléaire, plus ou moins réussie, parce qu'ils ne maîtrisent pas encore les rentrées atmosphériques, ils ont encore 5 à 10 ans de retard avant d'être vraiment menaçants, mais bon, le Pentagone a l'habitude de menacer tout le monde pour augmenter ses crédits. À croire qu'il leur en faut, c'est le tonneau des Danaïdes, le Pentagone. Allez voir un petit peu le coût de certains projets pourris. Qui a gagné? Ben oui, Kim Jong-un et les Coréens du Nord, parce que les Coréens du Nord gesticulaient depuis des années, et demander juste que les Américains se cassent, qu'il y ait un vrai traité de paix, que éventuellement on leur lâche 2-3 roupies, histoire qu'ils s'achètent 3-4 bières Tsingtao. Parce que bon, ils ont pas un rond. Ils ont pas un rond, ils font ce qu'ils peuvent. Et là, il a tout obtenu, donc, et en plus, il a une maîtrise partielle du nucléaire, donc il s'arrête là, il a tout gagné. En matière de théorie des jeux, c'est lui qui gagne. Les Américains, ils étaient là-bas, ils faisaient chier tout le monde, c'était une sorte de punaise dans une chaussure. Ils se retirent. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien, ils se retirent juste. Ils se repositionneront ailleurs. En plus, ils seront obligés de se casser et de s'éloigner de la Chine parce qu'ils ont un prétexte en moins. Les Chinois sont contents, les Américains n'ont pas de prétexte pour rester en Corée du Sud. Donc ils vont peut-être un petit peu desserrer l'étau qui est en train de se faire avec leur fameux pivot asiatique contre cette même Chine. Les Russes, pareil, sont contents. Ça fait un foyer en moins de déstabilisation. La Corée du Nord. Les Nord-Coréens, bah écoute, ils vont boire des bières Tsingtao. Et puis Kim Jong-un, sur le plan intérieur, va leur dire regardez, j'ai fait le dur, ils ont cédé. Ce qui n'est pas faux. Et de l'autre côté, comme les anglo-saxons savent, et ça ils savent très bien faire, maquiller des défaites ou des demi-victoires en victoire et en faire un succès. Allez voir un petit peu l'histoire de l'armada de Philippe II où ils t'ont fait croire que c'est les Anglais qui avaient gagné alors que c'est plutôt la tempête qui a battu 20 bateaux sur 140 et puis voilà quoi, c'était un fiasco mais c'était pas dû aux Anglais, mais ils ont l'habitude de maquiller la réalité. Bah eux ils te disent ouais, Trump il a ramené la paix, il a rien ramené du tout. Trump il a été réaliste, ça coûtait du pognon là-bas, ils en avaient besoin ailleurs, ils les ont mis ailleurs, c'est tout. Voilà, Kim Jong-un n'est pas menaçant pour l'instant. Kim Jong-un de toute façon ne peut pas conquérir le monde comme eux. Et ils étaient là-bas pour le faire chier, et maintenant ils ont leur petit succès à 2 balles. En tout cas ils vont le vendre comme un succès. C'est juste un retrait, c'est juste un retour aux choses. La deuxième nouvelle, j'en ai parlé hier en live, mais c'est important, c'est, vous voyez, comment un petit peu, pour ceux qui me disent comment on fait tout ça, tu as des petits entrefilés, des petites nouvelles comme ça qui sont très importantes, donc elles commencent à être commentées aujourd'hui, mais dès le début, moi j'ai vu l'importance de ces petits entrefilés. Le Premier ministre israélien peut décider, sous certaines conditions, bon, les conditions sont vagues, d'engager son pays soit vers des opérations extérieures importantes, soit vers une guerre, sans avoir l'aval du Conseil restreint. Ce même Conseil restreint qui l'a empêché à 3 reprises d'attaquer l'Iran, ces 15-10 dernières années, et qui l'a empêché de tout un tas d'aventures militaires bizarroïdes. Alors le Conseil militaire, le Conseil restreint, c'est des ministres et des généraux d'état-major. Des gens qui sont ancrés dans le réel et qui disent non, non, on n'y va pas, là, on n'y va pas. Là, maintenant, il peut se passer de leur accord, il peut engager son pays dans une guerre, seulement si il s'accorde avec son ministre de la Défense. Devinez qui c'est le ministre de la Défense? Avigdor Lieberman.
Ouais, bon, c'est pas un modéré non plus, hein. C'est pas un adepte du mouvement zen. Donc autant dire que Netanyahou n'aura même pas besoin de l'appeler comme il dira. Je pense que cette fameuse guerre contre l'Iran, c'est peut-être pas. C'est Sharon Stone, je crois, qui m'a posé une excellente question. En me disant qu'est-ce que le fait que certains laïcs, comme Netanyahou, Bush, même dans le monde arabe, hein, des deux côtés, de partout, hein, de partout. Enfin, le monde arabe serait divisé en deux. Il y aurait une partie pour Israël et une partie pour les chiites et l'Iran dans les guerres de Gog et Magog. Je rappelle à tous que je ne juge rien là, je vous donne des faits comme ça. Voilà, on parle de géostratégie. Donc il me dit ouais mais t'as des laïcs qui manipulent les événements pour provoquer les prophéties. Est-ce que ça c'est valable? Très très bonne question. On va essayer d'y répondre de manière rationnelle. Dieu peut tout faire, donc s'il les laisse faire, peut-être qu'il s'en sert pour. Sinon il les bloquerait. Donc eux pensent réaliser des prophéties. C'est ce qu'ils pensent. Alors, le mouvement franquiste faisait ça aussi. Hein. Eux pensent réaliser des prophéties, forcer la main de Dieu. En faisant la guerre contre l'Iran, contre la Russie, ils vont prendre une pâtée parce que bon, contre les Russes ça va être dur, excusez-moi. Et Dieu sera obligé d'apparaître. Est-ce qu'il va apparaître? Enfin, d'envoyer quelqu'un. Non, c'est une bonne question. Hein. Normalement, s'il laisse faire, c'est qu'il veut que ça se fasse là. Il se sert des avatars, c'est un logiciel. On va dire l'ordinateur, en tout cas celui qui gère le portail organique central, qui gère les personnages non joueurs et tout un tas de gens et qui gère nos organes, anime et emmène vers cette destination. Donc ici il laisse faire, c'est qu'il se sert d'eux et que finalement c'est pas eux qui forcent sa main, c'est lui qui leur fait croire qu'eux et qui les fait avancer ses projets. Voilà une première réponse. Une seconde réponse, c'est de se dire oui, bah c'est pour ça d'ailleurs que les événements divers sont retardés depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on essaye de donner des dates, c'est qu'on essaye de forcer la main et ça se fera en temps et en heure. Et comme disait Jésus, seul le Père sait. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment d'avis, je pencherais peut-être pour la première. Mais bon, en même temps, c'est vrai que bah ouais, t'as des tarés chez les laïcs qui ont le même agenda que les eschatologues. Ils ont le même agenda que le Rav Ron Chaya, mais le Rav Ron Chaya, s'il jubile, c'est pas parce que c'est un sadique, c'est parce qu'il est content, c'est parce que les événements de la fin des temps attendus par tous depuis l'avènement de l'humanité vont se réaliser, qu'il va avoir la réponse à sa question. C'est un gars qui s'est consacré toute sa vie à sa foi, à Dieu, c'est assez respectable, même si on n'est pas de son bord ou de sa religion ou ce que tu veux. Et lui, il jubile parce qu'il voit que les événements prédits, écrits, dans des textes qui sont très très vieux, ça personne ne peut le contester, je veux dire à la limite, même s'ils ne datent pas de moins 1800 avant Jésus-Christ, c'est des textes qu'on a depuis plusieurs siècles qui t'indiquent une situation qui est en train de se réaliser pile poil comme prévu. C'est son eschatologie qui tient la corde, donc il jubile parce qu'il voit l'avènement de temps heureux pour l'homme, et non l'inverse. Voilà, donc j'ai essayé d'apporter une réponse intelligente à ta question très intelligente, hein, et qui ne suppose pas forcément une réponse définitive. Je vous dis à 21h ce soir sur la Loca. Dès que je rentre là, après le boulot, je rappelle que je suis en pause là, hein, je travaille pas. Je préfère me couvrir, on ne sait jamais. Hein. On sait jamais. Mais tout à l'heure, donc 21h sur la Loca, la Loca, votre radio. C'est la radio où je mets mes vidéos. Enfin bref, voilà. Donc ce sera une soirée Syrie, Moyen-Orient. Venez tous, venez nombreux. Pris à fournir votre cerveau. Hein. Et puis on fera rentrer des gens après en hangout. Voilà, donc à tout à l'heure. Hein. Je vais poser cette vidéo là et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est une vidéo sur la Corée et sur le petit entrefilet qui donne tout pouvoir quasiment à Netanyahou. Ciao tout le monde.